Je suis Minkala. Je suis né le 23 avril 1934. Donc mon âge n'est pas supposé. Je suis le premier garçon de mon père. Mon père est né vers 1905. C'est des suppositions, il n'y a aucune preuve matérielle qui puisse nous parler de ça. Alors, vous voyez, c'est l'arrivée des Allemands, la pénétration, il y a l'Église catholique et tout ce qui a pu influencer. En 1922, il est baptisé à l'Église catholique en Volie. Vous vous imaginez, on partait donc de grandes cérémonies, on partait de ça à pied pour aller à la messe en Volie. Bon, après ça, mon père avait un frère aîné qui, en partant à Iseka, est mort dans un accident de noyade. Il n'est pas revenu. Automatiquement, il était devenu le chef de famille parce que mon grand-père, lui, il était déjà mort. Alors, par la suite, quelques années après, l'apprentissage, ce qu'il a appris, c'était être savetier. Nous, on appelait cordonnier. Ça lui a donné un avantage dans sa vie. Avec une profession, lui n'a pas fait la corvée. C'est-à-dire aller travailler les routes avec ceci, avec cela. Il était donc un des artisans de la chefferie Zogo. Il était le seul cordonnier, c'est-à-dire que s'il y avait un problème de pied, c'était lui. Alors donc lui, il a été épargné. Son métier l'a épargné des corvées, c'est-à-dire les travaux forcés. En 1926, je ne sais pas à peu près à quelle date, papa avait déjà doté ma mère. Il l'a amenée au village. Elle a accouché une première fille, qui est ma sœur aînée, Odile. Et la suite, on l'a harcelée aussi pour ce qu'on appelait le SIXA, au niveau de la mission. Le SIXA, c'était quoi? C'était un séjour des femmes à la mission catholique. Là-bas, on leur donnait les notions de ménagères modernes, de ceci, de cela, parallèlement que c'était la main-d'œuvre pour la mission catholique. Donc maman, en allant au SIXA à Ifok, avait Odile en main. En 1927, ils se sont donc mariés religieusement. En 29, maman a accouché une deuxième fille. Malheureusement, qui un an après, est morte. Bon, en 1932, est née ma sœur Véronique. En 1934, le 23 avril 1934, moi je suis né. Et papa avait des frères, des petits frères. Qui auraient voulu me façonner. Bon, l'un d'eux est mort en 1937. Avant de mourir, il avait déjà acheté une ardoise, des ardoises cassantes, avec un cadre. Je dois avoir ça quelque part dans mes caisses. Que quand j'irai à l'école, j'utilise cette ardoise. Alors, il est mort trop tôt en 1937. Il était élève charpentier. Bon,
fille donc grandit. Papa a continué à faire les autres enfants. En 1943, il a eu un deuxième garçon qui malheureusement n'a pas survécu. Il est mort à peu près à 1 an. Je suis donc demeuré le seul garçon de ma mère. Donc, jusqu'en 1946, parce que ma petite sœur, notre dernière née, Madeleine, est née en 1945. Donc, mon père, comme tout est né d'une famille, aurait pérennisé le grand héritage de son père, de mon grand-père. C'est-à-dire avoir une nombreuse famille, une famille prospère, ceci, cela. L'enfance, on était préparés à être des hommes complets. Il y a donc eu des étapes, les jeux d'enfants, il y avait divers jeux, il y avait les contes le soir, il y avait ceci, il y avait cela. Et on devait apprendre à faire tout ce que veut faire vivre les gens. Un peu la vannerie, c'est-à-dire pour faire les paniers, un peu ceci. On devait apprendre la chasse. On commençait, avec l'arc et des bambous. On apprenait à faire le tir et sur d'abord les objets qu'on jetait. Et on apprenait donc le tir. Et quand on était déjà un peu apte au village, avec les citrons et ceci et cela, qu'on pouvait viser, machin, on allait en brousse pour la chasse des souris avec nos flèches et enfin l'arc et la flèche. Bon, à environ 8 ans, on accompagnait déjà les grands à la vraie chasse. La chasse, c'était avec les chiens. Alors, il y avait donc quelqu'un, mon père ou bien de ses frères, avec qui on allait. Et pour ne pas se perdre dans la brousse, on suivait l'excitateur. C'est celui qui excitait les chiens. Bon, il y avait donc des animaux qu'on tuait. Il y en a, par exemple, qui entraient dans les terriers. Il y en a qui entraient dans les troncs. Il y en a que les chiens, en poursuivant, on réussissait à tirer dessus. Et dans ça, on a appris à faire les pièges pour les souris. Et les diverses souris, on connaissait les diverses souris. C'était le genre de souris, c'était le genre. Il y en a qui étaient réservés comme la nourriture des femmes. Il y en a qui étaient pour, disons, les hommes. Et ainsi de suite. On a appris à faire des pièges, par exemple pour les écureuils qui marchent en haut, de sorte que il vient entrer dans ton piège, enfin ainsi de suite. On a fait des pièges au sol. Il y en a qui arrêtaient l'animal au cou. Il y en a qui arrêtaient dans la patte, dès que la patte vient entrer dans le petit trou. Enfin, disons qu'à 10 ans, on était déjà presque des hommes complets. Le jour où j'ai tué mon premier gibier, c'est-à-dire que j'ai tendu un piège et que j'ai trouvé le gibier, j'étais tellement content en me disant que je suis moi aussi un homme. On dit chez nous, l'animal, quand il est en brousse, il est pour la femme ou le garçon dès qu'il est au village. Je ne pouvais pas gérer. Je venais présenter aux parents. Et
j'ai eu, quand j'étais à l'école en Kolmebanga, un de mes oncles, Papa Olomo, a été mon maître. J'ai eu, par exemple, il fallait que chaque soir, comme c'est du côté Bala, que chaque soir, en rentrant, j'arrange d'abord son lit. Le lit, c'était quoi? Bon, il n'y avait pas de matelas. Alors, on faisait le matelas avec les liens de bananier et des trucs comme ça. Bon, les moniteurs, par exemple, avaient demandé aux enfants d'amener tout le monde amenait une touffe de bois. Et avec ça, on formait un matelas sur son lit. Et à l'époque, il avait 2 draps. Et les draps, c'était des draps blancs. Donc, il fallait que j'étale un et que l'autre, avec l'autre, il se couvrait. Alors, et dans nos apprentissages, nous nous sommes initiés à fabriquer le boum. Le boum, c'est le tissu, c'est-à-dire on a des arbres là qui nous donnaient c'est-à-dire l'écorce. Et on savait comment taper et rendre ça souple. Alors, quand j'ai à peu près 10 ans, je me suis moi aussi fait les chiffons, comme on appelait, mettre sur mon lit, avoir 2 draps en oboum. Ce n'est pas des draps de tissu. Hein. Alors, donc, j'imitais de me coucher comme mon maître. Il y avait toi au village à ce moment-là. Oui. Au village, c'était presque il y avait une certaine hiérarchie. Bon, les plus grands faisaient une certaine discrimination. Il y avait des choses qui se réservaient et nous, progressivement, on venait. Il y avait donc des camarades avec qui on allait à la chasse, ceci, cela. Il nous arrivait à aller à la chasse avec les chiens sans plus être accompagnés des parents. Autrement dit, et dans le genre d'éducation que nous avions, il fallait connaître notre environnement. Donc connaître presque tous les arbres, connaître presque tous les animaux existants, tous les oiseaux existants, machin. L'école, c'était quelconque. Il y avait un autre de ses petits frères qui s'appelait Mbolo Sévérin, qui lui, il a fait un peu l'école et savait lire un peu français, lisait parfaitement les Wondo. On l'a donc recruté comme moniteur d'école de brousse. Il était en com et en 42, il me prenait pour aller apprendre le ABC avec lui en com et on rentrait chaque soir. Malheureusement, quelques mois après, il est tombé malade jusqu'à ce qu'il est même mort en 1946. Entre-temps, j'étais au village, école en Kolmebanga, c'est-à-dire la salle de classe, je ne sais pas. C'était les salles de classe, peut-être de 100 et quelque chose d'élèves. Il fallait donc un certain encadrement. Alors, un de mes oncles a demandé à papa d'aller voir le curé, qui était un Alsacien, lui demander une école. Le curé a accepté et on a fondé la petite école de Kolvilon. Donc là,
J'ai fait là 2 ans. En 46, j'allais dans un cours préparatoire en Kolmebanga. Et à cette époque, l'école, l'année scolaire épousait l'année civile. C'est-à-dire que les classes commençaient en mi-janvier. Bon. Alors, on était sous l'autorité on a donc décidé de supprimer ça. Donc, l'année 46, en Kolmebanga, je n'ai fait que 6 mois. Et on a décidé que désormais l'école va commencer en septembre. Bon. Là, j'avais des problèmes de santé et des petits bobos. J'ai dû reprendre le cours préparatoire. Alors, en 47, j'ai donc fait l'année scolaire 46-47 en reprenant le cours préparatoire. Bon, le reste, en 47, 48, je suis allé cours élémentaire jusqu'au cours moyen 2. Dans notre façon de vivre, il fallait se débrouiller. Je vais donner une idée comment est-ce qu'on payait, comment les missionnaires payaient leurs moniteurs. Bon, les jours de la semaine, l'école commençait le mardi. Donc, comme les missionnaires n'avaient pas assez de moyens, nous contribuions à payer le salaire des moniteurs. C'était avec quoi? C'est que chaque semaine, chacun de nous devait amener une boîte à clés de palmistes. On rassemblait ces palmistes. C'est avec ces palmistes, quand on les vendait, qu'on payait les enseignants. On était sous l'Empire français. Ils chantent beaucoup de morceaux en français. Et c'était la colonisation. On ne s'imaginait même pas qu'un jour on pourra parler Cameroun. La France, notre patrie, la France ceci, la France cela. On appelait couramment le 14 juillet la fête nationale. Donc la nation pour nous, c'était la France. 14 juillet. Alors, j'ai donc continué mon cycle. En 51, il y avait ce qu'on appelait le choix. C'est-à-dire pour aller à l'examen. C'est-à-dire une sélection. D'accord. Je n'ai pas été retenu. Et j'ai dû reprendre 51, 52. Et à ce moment-là, je suis allé au CEP. Et l'école catholique de Kolmebanga était très réputée. Pour preuve, en 51, ils avaient présenté 36 candidats. Sur les 36 candidats, 2 ont échoué. Les 34 ont passé. Quand en 52, les enseignants, le directeur qui était alsacien était tellement gonflé, il disait que en 52, ils doivent avoir un 100%. Au lieu d'avoir 2 échecs comme il y a eu là. Bon, au lieu de 36, nous étions 42. On nous dopait en quelque sorte avec notre petit niveau. Et pour présenter le CEP, on allait composer à Obala. Et on partit donc d'Obala, de ça, pour aller composer à Obala. J'ai présenté le CEP, je l'ai eu. J'ai été le 3e du centre d'Obala.
En ce moment, pendant cette période, papa, comme lui n'a pas connu l'indigénat, avait été un des tout premiers à avoir créé une plantation de cacaoyer. Et je ne sais pas comment cette plantation avait dépéri. Donc, au moment où que j'aille au collège, il n'avait pas de moyen de m'envoyer au collège Vogt. J'avais eu une chance dans ma vie. Mon beau-frère, le mari d'Odile, était un ouvrier de bâtiment à Yaoundé. Et il me suivait et me répétait chaque fois qu'il ne souhaite pas me voir enseigner, c'est-à-dire, comme la plupart des gars, dès que tu as le CEP, on te recrute comme enseignant à la mission catholique. Il m'a demandé ça, et raison pour laquelle j'ai refusé d'enseigner en Kolmebanga. Je suis donc venu à Yaoundé, je n'ai pas trouvé facilement l'école. Autrement dit, l'année 52-53, je l'ai perdu. En 54, je suis donc entré à l'école, on appelait l'école du Père Dion, une école professionnelle. Le Père Dion, c'était un spiritain qui n'était plus avec les missionnaires, un grand aventurier, il était prêtre, il était ingénieur architecte, il était capitaine de l'armée. Quand il a fait la Deuxième Guerre mondiale, il était capitaine. D'accord. Alors, un monsieur avec une très haute culture. Et je ne sais pas, c'est là où j'étais apte. J'ai passé donc l'année 53-54 à l'école qui, par la suite, il a baptisé cette école, école Charlatana, école professionnelle Charlatana. Alors, à la fin de l'année scolaire, le Père Dion a eu des problèmes avec l'administration. Et l'administration a suspendu, a fermé l'école. Pendant que j'étais à l'école Charlatana, j'ai rencontré un camarade, un Gaëton. On s'est beaucoup familiarisé. Un jour, il m'a invité à aller voir où il logeait. Comment il s'appelait? Mon camarade. Oui. Pius. D'accord. Noah Pius. Noah Pius. Il m'a amené et il me disait qu'il était le beau-frère d'André Mbida. D'accord. Il m'a amené alors dans la maison. Et quand Mbida est venu à la maison, il lui demande, Noah, tu es avec qui? Il lui dit, c'est mon camarade. Quelqu'un qui ne laissait rien passer, qui s'est mis à m'interroger. Est-ce que j'ai des parents? Est-ce que ceci, il s'est tellement... il m'a intégré. J'ai pédé dans sa maison. Bon, pendant que j'étais à Yaoundé, je me suis mis à aller dans les meetings. Il y avait les meetings de l'UPC, tout ce que j'entendais qu'il y avait comme réunion. J'allais faire le curieux. Et mes relations avec Mbida, automatiquement, j'ai été devenu démocrate. Alors, et j'ai eu donc le premier trimestre 54, 55, je l'ai perdu parce que l'école Charlatana était fermée. Alors je suis allé voir Mbida pour que je vienne à Douala à l'école de Sopo Priso. Il avait une école professionnelle. Et Mbida m'a dit non, je ne peux pas t'envoyer à Douala. La plupart des enfants qu'il envoie deviennent des délinquants. Bon, un matin,
Je vais chez lui, il trouve qu'il a rédigé une lettre. Il me dit, il va donner la lettre là à l'inspecteur, un Français, à la direction de l'éducation nationale. Le Français, je suis allé remettre la lettre, c'était l'inspecteur de l'enseignement technique qui m'a dit, bon, Douala, il n'y a pas moyen. C'est ce jour-là que j'ai entendu le mot archi. Douala, c'est archi plein, archi comble. Par contre, il a proposé de m'envoyer à Ebolova, où on venait d'ouvrir un centre d'apprentissage. Ce que j'ai accepté. C'est au courant du mois de janvier 1955 que je suis donc entré à l'école, au centre d'apprentissage d'Ebolova. Je n'ai pas eu de la peine parce qu'au lieu de passer en deuxième année, je suis allé reprendre la première année. Bon, je n'ai pas eu de la peine, je me suis adapté. Bon, j'ai été même très apprécié de mon directeur, un certain Pierre Mallet. Alors, il aimait, bon, à peu près comme Bouba qui est venu, Bouba Kaïlé. Lui, il s'appelait Mallet de Béziers. Donc, c'est quelqu'un, il était très fier de son lieu, de sa ville. Il aimait qu'on l'appelle Mallet de Béziers. Bon, au moment du mois de février 1955, le haut commissaire au Cameroun, le haut commissaire de la République française au Cameroun, est venu faire une tournée à Ebolova. Et bon, nous avons défilé comme les élèves. On avait une tenue de fête, c'est-à-dire on était habillés, pantalon blanc, chemise blanche. Et on a défilé devant lui. Dit-il, ça lui a fait impression. Et il nous a invités à assister à l'inauguration du pont d'Ivry qui devait se passer au mois de mai. Il y avait à Ebolova 2 écoles, qu'on pouvait dire secondaires, les NIA des filles. Il y avait dans les environs, il y avait les NIA des filles à Ebolova et les NIA des garçons à Bertois. Bon, alors, les NIA des filles et le centre d'apprentissage d'Ebolova, il nous a invités à assister à l'inauguration du pont. Et c'est ce jour-là, au courant du mois de mai, je ne connais plus précisément la date, que j'ai pris pour la première fois le train. Le train est allé nous débarquer à Bonabéry. C'était le train couchette. C'est de là-bas qu'on partait pour... on avait fait la tribune du ministre des colonies. Il venait inaugurer le pont au milieu du pont. On partait donc de Bonabéry en défilant. Bon, les écoles de Douala, enfin toutes les écoles qu'on avait fait venir, on nous a fait chanter un morceau là. Quand sur la mansarde du pauvretisant. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas su la signification. Et défilé, dès qu'on dépassait la tribune où étaient vraiment les jambes faisaient déjà mal, on lâchait le pas. Bon. Et c'est ce jour-là que j'ai connu Douala. Dans la soirée, il fallait attendre notre couchette pour nous ramener à Yaoundé et Yaoundé-Ebolova. Alors, à cette époque, il y avait déjà l'UPC, agissait déjà. Alors, je me souviens que même à l'école primaire, je sentais déjà au Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, peu à petit sort de ta sauvagerie. Alors, les colons avaient trouvé ça subversif. Ils ont interdit qu'on ne veut plus entendre quelqu'un chanter ça, que c'était révolutionnaire. Alors,
À notre retour, quand on est arrivé à la gare de Mboli à peu près, les gars ont entonné au Cameroun, berceau de nos ancêtres, qui était interdit. Bon, la gare voyageur, c'était à la poste. Il y a un télécom là. Donc, on avait peur, on croyait que peut-être on allait nous arrêter. Et c'est assez peut-être le jour même de l'inauguration du pont, que je peux dire que l'UPC est entré dans le maquis. Il y a donc eu, donc l'année 55-56, aux grandes vacances de l'année 56, comme je faisais la menuiserie, on nous a proposé un stage à Iseka. Il y avait une grande usine, on disait que c'était la deuxième du monde, les bois du Cameroun. Alors, on nous a envoyé faire un stage là-bas. Un stage. En ce moment-là, l'une des spécialités, le Cameroun fabriquait beaucoup de parquets. Et il fabriquait aussi des maisons en bois. Beaucoup. Alors, j'ai donc été dans telle ou telle unité, ceci, cela, dans diverses parties de l'usine des bois du Cameroun. En 57, et quand on était au bois du Cameroun, le maquis sévissait déjà. Nous n'avions même pas le temps, par exemple, de nous promener le soir, c'est-à-dire qu'après le travail, il fallait nous divertir. Il y avait un célèbre Bassa, un certain Bichara, avec tout ce qui se passait. On nous racontait des atrocités. En 57, et j'ai sauté une phase, une partie importante. En 56, j'ai parlé que nous on était des Français. Donc il y avait les fêtes officielles, le 14 juillet et il y avait le 11 novembre. Papa est parti à la fête du 11 novembre. Le 11 novembre, c'était la célébration de quoi? La fin de la deuxième guerre, de la première guerre mondiale. D'accord. C'est-à-dire la victoire des Alliés. Et pour rentrer, on a donné un camion pour les déposer. Bon, il est mort dessus d'un accident. Je n'ai même pas vu son corps, je suis parti des boulevards, j'ai trouvé qu'on l'a déjà enterré. Donc il est mort en mon absence. C'était des moments un peu difficiles parce que quand j'avais déjà cet âge-là, c'était le moment de beaucoup communiquer avec lui. Pour qu'il te guide. Oui, dans ceci, dans cela. Bon. Donc, après sa mort, j'étais en tant qu'aîné, puisque c'est les aînés, c'est les hommes qui sont les chefs de famille. Je suis donc devenu le chef de famille. Ma petite sœur Emilienne, elle est née un mois après la mort de papa. Alors, ma demi-sœur Emilienne. Alors, je suis donc devenu le chef de famille. Bon, avec tout ce que cela suppose, et apprendre à faire ceci, à faire cela. En 57,
Après le CAP, j'ai passé quelques temps au village et je suis monté à Yaoundé. Il n'y avait pas de travail. J'ai essayé de travailler dans le privé. Il y avait une grande menuiserie sur la route de Vongbi, des PIM, tout pour l'intérieur de la maison. J'ai travaillé là, j'ai travaillé un peu ceci. Et pendant ce temps, on a lancé un concours, au concours des ouvriers des travaux publics. 20 places. J'ai présenté le concours. Il était en deux parties. L'admissibilité, c'est-à-dire la théorie, et puis la pratique. Enfin, j'ai passé ce concours-là. On a proclamé le résultat au courant de 58. Bon, on a attendu longtemps pour qu'on commence le travail. Ce n'est que le 29 janvier 59 que je suis entré aux travaux publics. Et j'ai fait ce concours. C'était un concours au niveau du CEP. Il n'y avait pas d'autre concours, en disant que je vais évoluer à l'intérieur des travaux publics. Et plus jamais on a lancé un concours pour la catégorie. Je suis installé à Yaoundé, disons, vers la fin 57. D'accord. Donc l'année où j'ai eu mon CAP. Je suis chez un parent qui m'a hébergé. Et c'était un commerçant ambulant. Il était très content de me recevoir parce que c'est moi qui devenais le chef de sa famille. Aux travaux publics, on m'a mis dans l'entretien de bâtiments. Donc l'entretien des bâtiments administratifs, les logements, les bureaux, il y a ceci ou cela à faire là-bas. C'est nous qui nous occupions de ça. Si bien que je connaissais parfaitement le quartier administratif, la vallée de la mort, je crois que tu connais la vallée de la mort. Oui, tout à fait. Bon, tout ce qu'il y avait là, comme on logeait la plupart des fonctionnaires là-bas, le quartier du lac, bon, les bureaux ceci, autour de la présidence, ainsi de suite. Bon, alors, on devait proclamer l'indépendance à la place de l'hippodrome. Vous voyez l'hôtel de ville actuel? Oui. On venait là, mais on a fait les tribunes. D'accord. Parce que la place de l'hôtel de ville, c'était le terrain, on appelait ça hippodrome. Oui. Il y avait une tribune en matériaux définitifs, bon. Et on nous a fait faire des tribunes en bois pour les diverses délégations. Alors, j'ai donc évolué comme ça des années durant. Souvent, j'ai été apprécié de mes patrons. D'accord. Mais à l'intérieur, je n'évolue pas. Je ne sais pas pourquoi.